Alors, mon cher Jimmy, il se passe une chose quand même assez extraordinaire, parce que on se connaît depuis quelques années, donc on se tutoie. Alors on va pas faire semblant Absolument, ce serait mensonger. Ce serait mensonger. Et je dois dire que moi je te connaissais comme un auteur prolifiquissime et brillantissime de science-fiction. Et puis petit à petit, j'ai découvert que tu étais bien plus que ça. C'est-à-dire que tu étais un spécialiste d'une science qui est en train d'émerger maintenant, qu'on pourrait appeler non plus l'ufologie, mais l'étude de ce que tu as appelé d'une façon très précise les entités biologiques extraterrestres. Et alors, donc tu as écrit je crois des centaines et des centaines de livres. Un peu plus de 140. Au début, on 140, oui, c'est ça. Après, après, c'est l'usine. Et puis là, tu publies une nouvelle série qui s'appelle EBE. IBI, en quelque sorte. On prononce IBI. C'est Extraterrestrial Biological Entity. C'est dit en anglais, non pas par snobisme, mais parce que la langue ufologique est comme on dit l'anglais, comme on dit E.T., et ça s'écrit... c'est mondialement admis. Alors, le premier livre s'appelait IBI Alerte Rouge, et puis le deuxième qui vient de paraître s'appelle L'Entité Noire d'Andamuka. Et alors, curieusement, c'est pas du tout... c'est présenté comme une fiction, c'est présenté comme d'une façon romanesque. De roman en vérité, l'éditeur n'a pas eu le courage de mettre roman trait d'union en vérité. Je lui ai reproché, mais enfin... C'est les éditions, on peut quand même donner son nom. Tout à fait, les éditions Vaugirard, Presse de la Cité. Oui. Voilà. Alors je voudrais que tu m'expliques un peu pourquoi tu écris ces livres et sur quoi tu te fondes pour nous dire que, alors je résume le sujet, il existe en ce moment sur Terre des entités biologiques extraterrestres que tu appelles les Zorls, les gris, et qui ont des intentions malveillantes à l'égard de nous-mêmes. J'ajoute que tu n'es pas le seul à soutenir ce genre d'hypothèse, puisque, comme le disait Mathilde Cruz dans son papier remarquable de National Hebdo, on va voir prochainement, je crois que c'est vendredi prochain, jeudi prochain, on va voir donc dans l'émission de Poivre d'Arvor qui s'appelle Ex Libris, présenter des livres qui parlent des humeaux, des humites et des humeaux, qui sont eux aussi des entités biologiques extraterrestres. Alors ce sont des livres parus chez Robert Laffont et Albin Michel, La conspiration des étoiles, les humeaux terrestres ou extraterrestres, point d'exclamation, et Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous, le mystère des humites. C'est une chose assez étrange, les livres sont pas convaincants, je dois dire, je les ai parcourus, je les ai pas lus, mais je les ai parcourus, mais ils sont intrigants, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, sur quoi t'appuies-tu pour soutenir cette hypothèse de la présence d'entités extraterrestres malfaisantes parmi nous? Fin 1989, un ex-agent de la CIA, du nom de John Lear, aux États-Unis, et fils d'un richissime industriel, William Lear, qui a mis au point le Jet Lear, le fameux avion d'affaires, déclare que ces rencontres avec des agents d'autres armes, en l'occurrence la Navy, il faisait allusion à William English, et puis un autre qui s'appelle William Cooper, ont découvert des documents tout à fait officiels mais secrets, lors de leur mission. Les uns étaient dans le Pacifique et lui aux États-Unis, John Lear, qui faisait référence à des IBI. C'était un nom-code mis au point, inventé par le professeur Detlef Bronk, et on désignait ainsi les extraterrestres, en général. Mais en réalité, c'était plus focalisé sur ce qu'on appelait les short grays, les petits gris. Il faut savoir, et ça c'est fantastique, je n'aurais pas osé l'imaginer dans mes romans de science-fiction, pourtant Dieu sait si j'en ai écrit, il faut savoir, et ça c'est vrai, il faut que les amis qui nous écoutent ne s'imaginent pas que je suis en train de faire du baratin pour qu'ils aient acheté mon bouquin. Ils peuvent très bien ne pas l'acheter, mais le jour où ils seront plongés dans soyons polis, dans la dramatique situation qui nous attend, ils se rendront compte, ils se rappelleront qu'un jour un bonhomme avait parlé de ça, il avait fait des écrits. En 1947, le président Truman, sur la foi des épaves et de la récupération de nombreux cadavres d'êtres de petite taille et d'êtres un peu plus grands,
se rend compte que non seulement des espèces extraterrestres existent, mais qu'il y a eu 17 crashs, 17 anéantissements de vaisseaux dans le Middle West américain, 11 au Nouveau-Mexique, et j'y étais il y a 2 mois, et le reste réparti au Nevada, Colorado, etc., les États riverains. Il y en a certainement eu d'autres. Tout ça est sûr. Des témoins commencent à se manifester. En 1947, par exemple, une famille quitte Springfield pour venir s'installer à San Agustin, et qui est au sud du Nouveau-Mexique, où le monsieur de ce couple, Anderson, avait 2 frères déjà installés là. Et un truc passe dans le ciel, alors les rumeurs à l'époque faisaient état de soucoupes volantes, parce qu'on n'appelait pas les ovnis. Ils se rendent sur place le lendemain, mais une sortie familiale, on emmène les enfants, etc. Et puis ils disent, mon Dieu, si on trouve rien, peut-être qu'on trouvera des pierres précieuses, pierres semi-précieuses. Hein. Bon. Et les voilà partis de la nature, j'abrège, au sommet d'une colline, ils voient un vaisseau qui allait écraser, avec une gigantesque faille, il est fendu en 2, et au pied de ce vaisseau, il y a 4 créatures. Bon, de petite taille. Alors ils s'en approchent. L'une de ces créatures est assise, presque adossée à l'épave qui rayonne un froid terrifiant dans les 45 degrés de la température ambiante de cette région du désert. Et il y a 3 autres créatures par terre qui ne bougent pas. Une remue un peu, mais elle semble avoir des difficultés respiratoires, elle va certainement mourir. Alors je répète qu'il y a des enfants avec la famille Anderson. Il y a le petit Gérald qui a 5 ans. Alors lui il s'approche, parce qu'il ne sait pas, et il n'a pas subi l'intoxication qu'on commence à faire subir aux humains, à parler d'hallucination. Alors il voit, pour lui ce sont de grosses poupées. Elle mesure pour nous, humains, 1m20, 1m30, il commence à palper les mollets, etc. Et son père, évidemment, ça se met à l'engueuler, et le ramène en arrière. Aujourd'hui, le petit Gérald, il a 49 ans. Il est policier. Il pense en tête et il parle. Conforté par le professeur Stanton Friedman, qui est un éminent physicien aux États-Unis, conforté par les déclarations d'autres, il accepte l'hypnose et il répète en hypnose, sous hypnose, ce qu'il a vécu en ajoutant des détails qu'il ne pouvait pas imaginer à l'époque, c'est pas possible. Et ces exemples-là, il y en a des quantités, mais il y a aussi de par le monde des canailles de la science qui nient formellement avec la complicité des chefs d'État, qui sont tous complices, parce que ça commence comme ça. Mais tout ne débute pas comme ça. Alors, acceptons cette hypothèse fondée sur des témoignages, sur des documents et sur des expertises présentées par des personnalités scientifiques. Maintenant, de là, admettons donc qu'on a trouvé en plusieurs endroits de la Terre des traces de visites de supposés extraterrestres, en tout cas de créatures de petite taille, conduisant des engins qu'on n'a pas vus officiellement dans ailleurs dans le monde. Première question, sur quoi peut-on se fonder pour dire qu'il s'agit d'extraterrestres? Et deuxième question, sur laquelle on reviendra un petit peu après si tu veux, sur quoi peut-on se fonder pour dire que ces extraterrestres ont des intentions malveillantes? Bon. Alors, comment peut-on établir que ce sont des extraterrestres? Bon, il y a d'abord ces révélations de documents faites par John Lee, Milton William Cooper et Bill English, qui sont des documents écrits, qu'ils ont signés, etc. Que la plupart des ufologues, c'est-à-dire des gens qui s'occupent d'OVNI, ont reçu il y a 2 ans en Europe. Moi, je l'ai reçu comme les autres, ce document. J'ai attendu un petit peu, puis voyant que rien ne se manifestait, j'ai contacté mes confrères. Je dis, comment, vous avez vous aussi reçu ce truc-là, et vous bougez pas? Oui, mais tu comprends, il vaut mieux que... La lâcheté abominable de gens qui vivent le parapluie ouvert, regardant dans le miroir ce qui peut se passer derrière. J'aurais aimé les voir, ces gens-là, pendant la guerre. Et malheureusement, j'ai l'âge d'y avoir été pendant la guerre. Bon, alors, moi je me suis dit, je vais risquer le coup. Et j'ai publié un article de 7-8 pages dans Le Monde Inconnu, qui est sorti en décembre 89, c'était le 100e numéro de cette revue. Évidemment, ça a fait des vagues. Et j'ai ensuite écrit le bouquin que tu as cité tout à l'heure, à savoir Ibi Alerte Rouge. Bon.
qui est un roman basé sur des faits véridiques, hein. Il y a un background, aventure, etc., mais c'est basé sur des faits réels. Alors, euh, être sûr que ces êtres sont extraterrestres, ben oui, d'abord, ils ont une peau grise, ils mesurent une moyenne d'1,30 m à 1,40 m, aucune pilosité. Je me suis rappelé que 25 ans plus tôt, un de mes bons amis, un scientifique de pointe, qui a quitté la France à cette époque-là pour s'expatrier aux États-Unis où il avait davantage de facultés de recherche. Et il s'est installé là-bas, il est revenu, puis il est reparti. J'étais chez lui il y a 2 mois, donc aux États-Unis, à Albuquerque justement. Et lui a vu, de ses yeux vus, des photographies, mon Dieu, comment le terme, d'autopsie de ces créatures. Il m'en a parlé il y a 25 ans à Montpellier, dans le sud de la France. Je lui ai dit, moi, si j'avais été toi, je me serais débrouillé de détourner l'attention et j'aurais au moins essayé de voler une photographie. Il a ri, il m'a dit, mais c'est des agrandissements, c'est pas facile. Bon, alors, il a vu de ses yeux vus, ça. Et à l'époque, quand il me l'a dit, il y a 25 ans, les Ibis n'étaient pas connus. On savait seulement, nous, que les extraterrestres existaient. On ne pouvait pas dire ceux-là sont bons, les autres sont méchants. On ne le savait pas. Bien, alors, pardon de te couper un instant, parce qu'une auditrice nous dit, mais qu'est-ce que sont devenus les cadavres de Ibi qu'on a trouvés sur cette colline dont tu nous parlais, la famille Anderson, je crois. C'est ça, Anderson. Alors, ces cadavres et bien d'autres ont été enfermés dans le hangar 18, dans le secteur haute sécurité de la base de Wright-Patterson Air Force, qui est dans le nord-est de l'Ohio. Le secteur nord-ouest de l'État de l'Ohio. On le sait parfaitement. On sait par exemple qu'il y avait là-bas au moins 3 vaisseaux, 2 bien déglingués, n'est-ce pas, qui étaient des épaves, et un troisième qui était quasi intact. Le plus grand vaisseau est resté dans le désert du Nouveau-Mexique. On l'a recouvert de sable parce qu'il était tellement grand qu'il n'était pas transportable. Et comme à l'époque, on n'avait pas découvert autre chose que le chalumeau atomique qui ne développait que 16 000 degrés, qu'on n'a pas pu fondre la coque de cette nef, elle y est toujours. Encore aujourd'hui, donc on peut la retrouver. Ah oui, oui, mais si on voulait, on pourrait la sortir, évidemment. Alors, je voudrais attirer l'attention des amis qui nous écoutent, pour qu'ils ne me prennent pas pour un fou, et qu'ils ne t'accusent pas un jour de recevoir des fous. C'est déjà arrivé, mais dans ton cas, je suis rassuré. Au micro, au micro. Voilà. 1947, le président Truman dirige les États-Unis d'Amérique. Il est au courant de cette chose-là et il y a un contact entre ces gris et les humains, les Américains. Ils leur disent gentiment, voilà, nous ne voulons pas du tout interférer à votre civilisation, nous sommes des scientifiques, nous venons étudier la Terre, mais ce qui nous intéresserait, c'est d'être hébergés dans l'une de vos bases, dans les souterrains, pour qu'on ne voit pas, pour qu'on ne crée pas de pagaille. Et Truman dit, ok, how much? Qu'est-ce que vous donnez en échange? Et ils lui disent, ben, nous sommes prêts à donner des perfectionnements technologiques. Banco, l'affaire est conclue. Avec l'arrière-pensée de Truman, en disant, si les Russes nous cassent les pieds, on va leur flanquer plein la figure. La même scénario se déroule en Union soviétique. Staline dit, bonne affaire, venez, vous êtes chez vous, vous, les frères syndiqués du cosmos, etc., soyez les bienvenus, on vous installe des bases, vous restez là, qu'est-ce que vous donnez en échange? Des perfectionnements au banco, d'accord. Le jour où Truman et Staline se sont aperçus qu'ils avaient passé un marché de dupes, que ces êtres étaient des conquérants, auxquels ils avaient largement ouvert les portes. Ces êtres étaient installés dans la plupart des pays déjà. Pas encore le nôtre, sans doute, à cette époque-là. Chez nous, ils sont installés plus tard. Il était trop tard. Ils avaient créé le Majestic 12, le Majestic 12, c'est-à-dire le nom code d'un gouvernement secret, composé partie d'humains, partie de ces êtres, et petit à petit les humains les ont remplacés, mais des humains dont les gris tiraient les ficelles. Et ce Majestic 12 a eu pour instigateur et pour financer le départ de cette chose-là qui a coûté cher, avec le concours de Eisenhower, puisque Truman n'était plus là, Eisenhower a remplacé le président Truman, c'est Rockefeller
Nelson Rockefeller, le roi du pétrole. Alors, ça rejoint... Bon, tout ça est historique. Ça rejoint la trilatérale, ça rejoint tout ça, mais ça paraît... Bon, qu'est-ce que tu as comme argument, qu'est-ce que tu as comme preuve ou présomption ou document qui permettent de dire que ce Majestic 12 existe réellement, qu'il a été créé ou toléré par Ike Eisenhower, qu'il a été financé ou qu'il a utilisé comme financier Rockefeller. Sur quoi t'appuies-tu? Je ne peux pas sortir de ma sacoche des documents officiels. Ce qui est intéressant, c'est que des recherches de certains ufologues, on a dit qu'elles étaient fausses, que ça ne tenait pas debout, qu'on ne trouve pas de traces du MJ12, c'est une invention récente. Ce n'est pas vrai. J'ai dans mes conférences, je projette dans mes diapositives une lettre du président Truman, datée du 24 septembre 1947, adressée à James Forrestal, alors secrétaire de la Défense, et le mettant au courant de l'existence de the Operation Majestic 12, l'opération MJ12, Majestic 12. Il n'explique pas ce que c'est, mais il l'avait déjà expliqué. Nous sommes 24 septembre 1947. James Forrestal savait qu'une espèce extraterrestre était hébergée dans un certain nombre de bases. Bon, ça ne lui avait pas plu. Il a réitéré sa demande plusieurs fois à Truman en lui disant « il faut en informer le Sénat. Ces gens-là viennent d'ailleurs, je ne suis pas xénophobe, mais on ne sait jamais. » Et alors, à partir de ce moment-là, on lui a dit que pour sa santé, il serait bien qu'il aille faire un court séjour, un examen, un check-up à l'hôpital Bethesda, à une quinzaine de kilomètres du centre de Washington, dans le nord-ouest. Il y est allé, pour son malheur. Là, 3 agents de la CIA, on le sait, l'ont étranglé. On nouait autour de son cou un drap de lit, attaché à un autre drap de lit, et on l'a balancé par la fenêtre. Et les draps de lit n'ont pas tenu. Il s'est écrasé en bas. Ça fait sale, ça fait désordre. Il y avait des témoins. Alors c'est un suicide sur commande, et en inventoriant les documents que l'on possède... Pardonne-moi, Forrestal, c'est celui dont le nom est devenu a été donné à un torpilleur. C'est lui qui préconisait la création ultra rapide, autant que faire se pouvait, des satellites artificiels, ajoutant dans ses déclarations, en insistant aux États-Unis pour qu'il ait l'argent, pour que le Sénat débloque, pour qu'on construise des satellites artificiels, le premier pays au monde qui aura des satellites artificiels pourra contrôler la Terre. Je voudrais qu'on vienne en France, parce qu'on a des questions qui nous disent, mais est-ce qu'il y en a en France? Où sont-ils? C'est gris. C'est drôle parce que en argot policier, on peut le dire, c'est pas un péché, en argot policier, les gris sont les immigrés maghrébins. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Bon, on m'a déjà servi sur un plateau de télévision où on m'a interrogé là-dessus, et les petits gris, oui, c'est savoureux. C'est ainsi que j'ai appris qu'il y avait des champignons qui s'appelaient, je connaissais un vin qui s'appelait le gris, ou je sais pas quoi. Oui, il y a des escargots aussi. Des escargots, voilà. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, en France, y en a-t-il? Où sont-ils? Et est-ce que la situation de l'État en France est la même? Parce que... Tout à fait la même. Toutes les nations sont complices. Je ne le dis pas de gaieté de cœur. Et quelle que soit l'orientation politique du chef d'État, de l'État, si demain nous avons le roi ou si nous avons une canaille à la Mao Tse-tung, ce sera la même chose. Et si on a le roi, ça ne sera pas la même chose. Et si, puisqu'il sera fatalement aux ordres. Non, justement pas. Et si. Il sera aux ordres de Dieu, c'est tout. Ah oui, mais ça, c'est une autre histoire. C'est tout le problème. Et je préfère ne pas aborder le domaine métaphysique. Voilà. Bon, notre situation, elle est réellement terrifiante. Et alors, les personnes qui ont lu mes 100 et quelques romans de science-fiction, bon, j'ai lu 140 bouquins, il n'y a pas que des romans. Je précise au passage que tu es le seul auteur de science-fiction, et tu as un confrère qui est un auteur de romans d'espionnage qui s'appelle Claude Rank. Vous êtes, vous deux, les seuls auteurs
qui systématiquement citait dans vos livres les publications de notre famille. C'est-à-dire qu'on trouve des allusions aux articles de Minute, aux articles de Présent, aux articles de l'écho, du Choc du Mois. On peut le dire, absolument exceptionnel, parce que vous êtes les seuls à faire ça. Ben moi, j'ai jamais fait un emprunt à quiconque sans dire ceci est extrait de tel bouquin, de telle revue, de tel journal. Je crois que c'est l'honnêteté la plus élémentaire que de le faire. Alors je t'ai coupé, pardon, mais je voulais préciser ça pour qu'on sache que tu es un homme honnête. C'est très important. Ben, si j'étais pas honnête, je serais riche. Hein. Je serais riche parce que déjà en 53, on est venu me trouver en me disant, bon, en 53, Jimmy Gueux égale soucoupe volante. Hein. Il fallait se mettre dans le contexte où on m'a offert de patronner des savonnettes en forme de soucoupe, etc. Bon, alors, quand j'ai... oui, c'est marrant, quand j'ai engueulé le bonhomme qui m'avait demandé ça, je lui ai dit, écoutez, monsieur, j'ai autre chose à faire que de patronner les savonnettes. Et alors, il me dit, écoutez, on peut s'entendre, ne partez pas comme ça. Je partais en claquant la porte. Il me dit, on pourrait créer une religion. Alors, je lui dis, comment créer une religion? Il me dit, oui, vous seriez le pape des soucoupes, et moi, vous, le soupape. Et je suis parti, je n'ai pas osé lui flanquer de tarte, parce que... Et je jure sur la tête de mes enfants que c'est rigoureusement vrai. Bon. Alors, revenons en France, enfin restons en France. Gris, là, ils sont où en France? Alors, il faut faire un flashback. Tout début des années 70, il y a un gigantesque chantier dans le midi de la France, qui est le chantier du plateau d'Albion, où sont installés les missiles nucléaires de la première force nucléaire de France. Je cherche le terme exact, un site balistique. Oui. Bon, voilà. Donc on fore 20 silos, on sait qu'il y a de l'heure sur ces 20 silos. Bon, il y en a 18 qui contiennent des ogives nucléaires et d'autres contiennent du vent. Et là, il y a un vieux monsieur qui se balade avec son chien, c'est un retraité. Et il voit sortir de l'un de ces chantiers, etc., un être de petite taille, à peau grise, avec un vêtement un peu moulant. Évidemment, il est quand même surpris, puis l'être le regarde et s'en va, et lui s'en va aussi. Il va se confier à un fonctionnaire de ses amis, en lui disant, tant que je suis de ce monde, vous n'en parlez pas. Ce monsieur est mort il y a quelques années. Et fort heureusement, il y a eu à Marseille, de la part du CIOV, le Centre d'études OVNI France, qui est un organisme qui étudie sérieusement les ovnis, et je précise bien que c'est un organisme privé et non gouvernemental, sans ça, ce ne serait pas un organisme sérieux, a fait une journée à porte ouverte pour informer le public là-dessus. On a eu des centaines et centaines de visiteurs, et ce fonctionnaire-là, qui est à la retraite lui aussi, est venu raconter le confidence de ce vieux monsieur. À l'époque, bon, nous avons noté ça, nous, parce que ça faisait un extraterrestre de plus. Mais maintenant que nous connaissons la morphologie de ces êtres, maintenant que nous savons qu'ils fréquentent, ou qu'ils ont fréquenté les bases avant de disparaître dans leur profondeur, aidés par les États pour financer l'enfouissement, là maintenant nous nous posons des questions. Si l'on sait que la base militaire du plateau d'Albion, et je l'ai expliqué en long, en large et en travers dans mon livre que tu as cité tout à l'heure, L'Entité Noire. Ah oui, L'Entité Noire, le dernier. Noire dans Damouka. J'ai cité, si l'on sait que périodiquement, il y a un groupe de bons hommes qui débarquent, vêtus d'une combinaison sombre, avec un insigne que mes informateurs n'ont pas pu voir de près, mais qui semble ressembler à un delta, un triangle rouge sur fond bleu, avec probablement, je n'affirme rien, 2 barres horizontales dans la pyramide de ce triangle, dans le delta de ce triangle. Ces hommes qui débarquent on ne sait pas d'où, qui ont leur propre véhicule, qui apportent leur propre ration pour manger, prennent possession de la base. Le général commandant la base est lui aussi prié de se mettre de côté. Et pendant 2 jours complets, ces hommes sont les maîtres de la base. Et attention aux braves bidas qui ne respecteraient pas les consignes, qui ne seraient pas donc consignés, et qui verraient des choses qu'ils ne doivent pas voir. Ça s'est produit. J'ai interrogé en présence de 5 témoins l'un de ces bidas il y a quelques années, qui m'a dit, c'est pas moi qu'il faut interroger, c'est mon ami un tel, qui lui a tenu un journal. Et on a découvert, non pas le journal, mais qu'il avait écrit certaines choses là-dessus. On l'a fait sortir de la base, on l'a tabassé, on l'a passé à tabac,
Et ça lui a valu 2 mois et demi d'hôpital militaire à l'Aveyron, à Marseille. Alors j'ai dit à mon informateur, devant 5 témoins, je lui ai dit, écoutez, moi ça m'intéresse fichtrement cette affaire-là. Moi je vous jure sur tout ce que vous voulez, et par écrit que je ne trahirai jamais le nom de ce Bidas, qui est maintenant un homme, bien sûr, enfin un homme, c'est plus un jeune. J'aimerais bien avoir son journal, ou j'aimerais qu'il me le raconte. Et il me dit, écoutez, je vais poser la question. Je revois mon informateur, et il me dit, il viendra tel jour à la dédicace que vous allez faire à tel endroit. Alors j'étais très content, j'y vais 1 heure à l'avance, je repars 1 heure après, ce bonhomme n'est pas venu, et mon informateur a disparu. Donc l'autre, je ne peux pas dire qu'il a disparu, je ne le connais pas. Alors, des questions. Beaucoup d'auditeurs s'intéressent, je n'avais même pas pensé à poser la question, au mode de communication entre les autorités terrestres et les extraterrestres. Quelle langue parle-t-il? Quel est leur moyen de communication? Parle-t-il anglais, russe? Je ne vais pas y arriver. Oui, Parle-t-il toutes les langues? Voilà. Aujourd'hui, oui, bien sûr, mais nous savons qu'il existe un film noir et blanc qui a été tourné lors des toutes premières rencontres entre les autorités supérieures du MJ12 et ces petits gris. Nous, les terriens, avions eu recours à un colonel de l'Air Force qui était télépathe. Donc, au stade du début, c'était évidemment tiré un peu par les cheveux. La télépathie, c'est pas particulièrement clair. Ce sont des idéogrammes, ce sont des symboles qui apparaissent petit à petit. Et ils ont laissé un ambassadeur, parce qu'il paraît que les gris sont très friands de titres, etc. Et alors c'était sa grandeur, Krill, quelque chose comme ça devrait se prononcer. Les Américains l'appelaient Krill, et comme ils ont une façon un peu particulière de se moquer des Américains, ils ne l'appelaient pas l'ambassadeur, ils l'appelaient l'otage, ne s'en rendant pas compte que les otages, c'était nous les humains. Voilà. Alors là, il y a un argument d'autorité. Un auditeur nous dit, Eisenhower a dit, les soucoupes volantes n'existent que dans l'imagination de ceux qui les voient. Donc, comment expliquez-vous ce que vous dites? C'est très simple, Eisenhower faisait partie du MJ12. Mais bien évidemment, mais tout ça on le sait. Alors je voudrais, pour renseigner cet auditeur, dire que la France est le pays où s'exerce la censure la plus rigoureuse. Et qu'elle a été sanctionnée, qu'elle a été légalisée par 2 journaux officiels. Journal, puisque c'est toujours le même, n'est-ce pas? Celui du 5 janvier 1979 et celui du 5 décembre 1979. Il vous en coûtera quelques francs pour en avoir photocopie. Vous pouvez les acheter, je répète, 5 janvier et 5 décembre 1979. La loi sur la divulgation des archives publiques est une archive publique, par exemple, un procès-verbal de gendarmerie. Monsieur Dupont a assisté à une bataille dans la rue, un accident, il signe, c'est une archive publique. Monsieur Durand a vu, en allant faire pipi à son chien, un engin qui se baladait dans le ciel, il le signale, etc. C'est une archive publique. S'il l'a vu, assister à une rencontre du 3e type, c'est aussi une archive publique. S'il y a une connotation... Alors, si ce sont des archives publiques classiques, monsieur Dupont, madame Durand a vu un engin passer dans le ciel, tel jour, telle heure, à tel endroit. Bon, ça, c'est frappé d'une non-divulgation pendant 50 ans. Il n'y a pas question évidemment de censure, il est question simplement d'interdiction de rendre un document public. S'il y a une connotation médicale, à savoir, une connotation de santé, à savoir, par exemple, un gendarme complice, car les gendarmes s'aperçoivent de plus en plus que le gouvernement les prend pour des imbéciles. Toutes les recherches qu'ils font sur le problème Omni va au panier et va bien sûr à un autre organisme bidon, qui est véritablement une forfaiture que nous, les cochons de payants, entretenons, c'est le CEPRA, Service d'études des phénomènes de rentrée atmosphérique, siège à Toulouse, au CNES, Centre national d'études spatiales. Bon, alors, s'il y a une connotation de santé, à savoir, le gendarme interroge M. Dupont. Ah bon, vous dites avoir vu l'engin qui était au sol, enfin la chose, il en est sorti des petits bonshommes. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Le témoin dira, oui, d'accord, je suis en bonne santé. Si il est maladroit ou il ne connaît pas la subtilité, s'il dit, oui, j'ai un peu mal à la gorge ou j'ai des corps-pieds, le gendarme notera, monsieur Dupont a signalé avoir mal à la gorge ou des corps-pieds. C'est une connotation touchant à la santé. Et là, la censure n'est pas de 50 ans, elle est de 150 ans. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal officiel. Alors, qu'on ne vienne pas
me casser les pieds que les officiels, que les canailles de la science qui sont payés pour nous tromper. Ne viennent pas nous raconter des salades. À propos des archives, un auditeur nous dit des documents concernant l'ufologie ont été déposés aux archives nationales. Ces documents ont-ils de l'intérêt? Aucun intérêt, parce qu'attention, si des documents existent et s'ils sont déposés à un organisme officiel quelconque, ils sont perdus pour la recherche. Alors, je vous en conjure, si vous avez fait des rencontres de troisième type, si vous avez des informations de ce type, des choses importantes, nous notons tout, bien sûr. Si vous avez vu un truc dans le ciel à tel jour, à telle heure, bien, c'est intéressant de le noter. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, ce sont les contacts, les rencontres, l'engin au sol et des créatures vivantes venues d'ailleurs. Ça, c'est capital. Si vous en parlez aux officiels, vous êtes automatiquement dans le collimateur. Nous seuls sommes capables de respecter votre anonymat et de garder le silence sur ce que vous nous direz. Et dans le feuilleton Twin Peaks, il y a eu plusieurs allusions au projet Livre Bleu, Blue Book. Project Blue Book. À qui s'adressait ce clin d'œil? C'est un clin d'œil aux initiés. Quel est ce bouquin? C'est Twin dans Peaks, c'était le une feuilleton série américaine extraordinaire. oui. Extraordinaire, pas extravagant. Ah bon. J'étais il y a 2 mois à Albuquerque et j'y ai rencontré, il m'a fait l'honneur et le plaisir de venir me voir. Il venait de l'Arizona. Le colonel Wendell C. Stevens. Le colonel Wendell C. Stevens, il y a 30 ans, ne connaissait pas les problèmes qu'il connaît depuis. Il était au projet Livre Bleu, il avait été engagé. Le projet Livre Bleu, le Project Blue Book, avait pour mission de tromper le public, avec la complicité des gouvernements, des scientifiques, qui, trompant les médias, avaient trouvé le moyen de tromper le public. C'est comme ça, la machination, elle est terrifiante. Alors, on est obligé d'arrêter puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais dire une chose, c'est que le meilleur moyen d'en savoir plus, c'est de lire tes 2 livres, IB1 et IB2, IB1 et IB2, Alerte rouge et l'entité noire d'Ondamuka. Et puis, tu as publié, enfin tu vas publier à la fin du mois, une cassette qui s'appelle OVNI IB, l'invasion a commencé. Alors je ne l'ai pas encore regardée, mais je vais la regarder. Elle n'est pas encore finie. Quand elle sera terminée, la boîte que tu as la boîte est déjà faite. Vide, oui. Et puis on en reparlera quand elle sortira. Je rappelle que ton livre est paru aux éditions, tes livres sont parus aux éditions Vaugirard. C'était les presses de la Cité. C'est les presses de la Cité. Et concernant la cassette dont tu parles, il faut se renseigner ou faire les commandes à Dimension 7, 444 rue Paradis, dimension 7, Marseille 8e. Merci Jimmy. Merci.